Alors, bonjour à tous. Voilà, tout se passe très bien. Alors, bienvenue à cette table ronde et donc bienvenue aux Journées de l'économie autrement, donc, qui ont lieu cette année évidemment dans des circonstances particulières, mais donc merci d'être présents avec nous. Nous sommes ensemble pendant 1h15 pour cette table ronde où il sera question des premiers de corvée. Donc ces métiers qui ont été en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire, qu'on a applaudi le soir lors du premier confinement et qui malgré tout manquent cruellement encore de reconnaissance, exercent avec des rémunérations très faibles, dans des conditions de travail assez précaires. On reviendra sur tous ces sujets. Donc pour comprendre, pour comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver à cette situation, et puis surtout, ensuite dans une seconde partie, on va largement esquisser des pistes de solutions pour essayer de remédier à cette situation, parce que c'est bien ça l'essentiel une fois qu'on a posé ce constat. Donc il sera beaucoup question lors de cette table ronde des aides à domicile, hein, qui font partie donc le secteur de l'aide à domicile fait partie du secteur qui a été le plus exposé, mais évidemment, bien sûr, les premiers de corvée, ça ne se limite pas à ce secteur-là. Donc, il sera aussi question, plus brièvement, mais des caissières, des éboueurs, etc. Et on verra que chaque branche aussi a des spécificités propres. Donc, parfois, les solutions sont à adapter, évidemment, par branche. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, je vous rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez, et êtes tout à fait invités à le faire, poser vos questions donc sur l'onglet questions que vous avez normalement en haut de votre écran à droite. Et donc j'aurai un œil dessus en permanence et j'intégrerai vos questions au fur et à mesure de la discussion. Je les ferai parvenir aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas. Et je ne vais pas faire plus longue. Je vais tout de suite transmettre la parole donc à Jean-François Natton, qui va inaugurer ce tour de table introductif. Voilà. Donc, vous êtes vice-président du CESE, hein, le Conseil économique, social et environnemental. Et vous allez, dans un premier temps, vous focaliser spécifiquement sur les métiers qu'on dit du lien, puisqu'un gros travail est en préparation à ce sujet. Donc, je vous laisse la parole pour 3, 4, 5 minutes max, et sinon je vous ferai des grands signes à travers l'écran. Et il faut activer le micro, par contre votre micro n'est pas activé. Ça sera mieux. J'avais coupé le micro. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc grand merci déjà de l'invitation et puis saluer l'audace de cette journée globale et de ce débat. Alors, donc à la question qui a été posée, la première tranchée, premier de corvée, pourquoi les métiers les plus utiles sont si peu reconnus. Donc à cette question, nous oblige à re-questionner ou à questionner la place et le rôle de chacune et chacun dans notre société. Nous renvoyons à cet équilibre d'injustice qui laisse le bonheur des uns se construire trop souvent sur le malheur des autres. Donc, on ne va pas remonter à l'Antiquité et aux esclaves, au Moyen-Âge et aux serfs, à la classe ouvrière naissante qui a été sacrifiée pour construire les usines. Mais la situation des premières lignes de solitude pour la défense du bien-être de tous doit être analysée. Et dans le même mouvement que cette analyse de l'interrogation, pourquoi ce déni de reconnaissance et pourquoi cette banalisation du mal-travail et ce silence de notre société? Alors, l'avis du Conseil économique et social qui a été cité précédemment, qui sera voté donc le 9 décembre, qui est en cours d'atterrissage, va, pour ce que l'on nomme les métiers du lien, approfondir les constats, les causes, mais surtout ouvrir des préconisations pour tendre à sortir de ce que beaucoup appellent cette invisibilité. Mais le propos qui m'était demandé cet après-midi, même si dans le débat on reviendra sur les métiers du lien intensément, était de porter un regard sur les oubliés de l'histoire, les banalisés du travail pénible et insalubre, ce qu'on pourrait requalifier ce prolétariat
qui s'est révélé dans la saison 1 du confinement. Donc les métiers du soin donnés, bien sûr, mais Rachel Silvera va, comme à chaque fois, magnifiquement illustrer une partie des causes, ou si ce n'est les causes de cette non-reconnaissance. Pourquoi reconnaître des aptitudes dites innées, naturelles, qui ne relèvent pas d'un métier et qui n'ont pas besoin de formation, et donc pourquoi les reconnaître si c'est naturel. Aussi, nous devons concentrer notre analyse sur les situations de travail à partir du travail réel, de la tâche accomplie, de la valeur du métier, car ce sont des vrais métiers. Porter le regard sur le sens et la finalité dans l'œuvre de l'engagement de ces salariés. Donc, pour connaître et reconnaître la beauté de ce qui nous rend la vie meilleure ou moins pire à nous tous. Voilà. Donc, et pour mesurer l'abîme entre cette utilité, le niveau de revenu et le différentiel d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est un des éléments qui fondent une partie, en tout cas moi, de mon engagement, c'est dans la compréhension que ces populations travailleuses ont ce que les démographes ont défini, sont victimes de plus d'années d'incapacité au sein d'une vie plus courte. On pourra revenir dans le sujet. Donc, mais pour ce faire, il faut entendre, écouter ce monde du travail. Trop peu, voire jamais, interroger sur leur travail, leur métier, leur vie. Donc, je pense que c'est quoi ce travail reste une bonne clé d'entrée. Enfin, il en va comme pour d'autres enjeux, il nous faut souligner l'importance de changer de cadre de pensée afin de sortir du seul ressentiment, du dénigrement généralisé à l'œuvre actuellement, pour se poser enfin peut-être les bonnes questions. Et le débat de cet après-midi nous y invite. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon. On reviendra effectivement sur beaucoup des points que vous avez commencé à toucher du doigt. Je me tourne ensuite pour compléter donc votre propos vers Patrick d'Outreligne. Bonjour. Et donc, vous êtes président de l'UNIOPS, l'Union nationale, donc, qui regroupe par le biais d'antennes régionales plusieurs milliers de structures privées à but non lucratif du secteur social, et du secteur social, médico-social et sanitaire, pour être tout à fait précise. Et donc, pour vous, il y a deux paradoxes qu'il est important déjà de pointer du doigt dans cette discussion. Quand on parle des premiers de corvée, il y a deux paradoxes qui vous semblaient importants de souligner et qui permettent de mieux comprendre la difficulté de l'exercice de ces types de travail. Oui, merci. Bonjour à tous. Le premier paradoxe… Alors, peut-être, on vous entend, le son est assez faible. Peut-être si vous pouviez vous… Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bon comme ça? C'est mieux? C'est un peu mieux, c'est mieux, ouais. Ok. Je vais essayer après avec les écouteurs. Le premier paradoxe, c'est d'abord la place dans la société qu'ont les métiers du social, de l'éducatif et du sanitaire. On voit très bien qu'il n'y a pas une reconnaissance sauf pour les personnes très hautement qualifiées et qu'on considère que ce sont des métiers, j'allais dire, du lien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi qui ne sont pas productifs dans une société, j'allais dire, à modèle économique capitaliste. Alors, apparemment, je me permets de vous couper parce qu'apparemment, on ne vous entend pas. Alors, avec… Parce que moi j'entends, mais est-ce que les autres intervenants, vous entendez Patrick ou non? Très mal, très très mal. Est-ce que ça va mieux comme ça? Pour moi, c'est bien, mais je pense que c'est mieux, ouais. Allez-y, poursuivez comme ça, peut-être. D'accord. Oui, je disais donc que dans une société où c'est… Ah non, apparemment, ça ne fonctionne pas. Peut-être… Apparemment, ça ne fonctionne toujours pas. Je vais vous laisser peut-être voir avec Anne et puis on continue le tour de table. Je reviens vers vous par la suite. Exactement, on fait comme ça, d'accord. Ok, ça marche. Du coup, donc on reviendra sur
sur ces deux paradoxes par la suite. Je vais me tourner du coup vers Rachel Silvera directement, donc, dont le propos a été introduit déjà par Jean-François Natton. Donc Rachel Silvera, vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université de Nanterre et co-directrice d'un réseau de recherche sur le marché du travail et le genre. Et donc pour vous, si les différents types de professions dont je parlais en introduction sont si peu valorisées, c'est tout simplement parce qu'elles sont majoritairement exercées par des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que ça se passe? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation et je suis désolée. Normalement, mon son fonctionne, mais moi, je n'ai pas le droit à l'image, ce qui nous renvoie aussi dans une autre forme de difficulté de travail, du télétravail et de la grande solitude. Je suis en train de vivre, toute proportion gardée, un grand moment de solitude, puisque… en tout cas, on vous entend très bien, c'est l'essentiel. Alors, donc, oui, quand vous m'avez proposé de participer à ce débat, j'étais frappée par le fait que vous aviez utilisé ce fameux masculin soi-disant neutre et j'étais déjà un petit peu agacée, comme je peux l'être souvent, au fait qu'on n'utilise même pas l'écriture égalitaire et qu'en l'occurrence, pardon, on ne puisse pas parler carrément au féminin, même si je ne veux pas naturaliser, loin s'en faut, ces professions, il n'empêche que dans le gros des bastions dont il est question aujourd'hui autour des métiers du soin et du lien aux autres, on y reviendra, eh bien on a affaire non pas à une certaine féminisation de ces professions, non, on a affaire à des taux de féminisation qui dépassent les 80%, parfois même 90, 99% si on inclut tout ce qui correspond aux assistantes maternelles, aux enseignantes, etc. Donc, pour moi, et c'est le propos de mes travaux, il s'agit de montrer que si ces métiers sont à la fois si utiles, si féminisés et pourtant si peu reconnus, si au fond il y a une sorte d'inversion entre la hiérarchie de la valeur de l'utilité sociale de ces professions par rapport à la hiérarchie des rémunérations, c'est parce que, alors c'est pas la seule explication, mais à mon sens, c'est parce qu'ils sont justement très féminisés et qu'ils s'appuient, comme l'a déjà dit Jean-François Natton, sur le fait que, eh bien, soigner, assister, servir, nourrir, nettoyer, éduquer, eh bien, ce sont des compétences si naturelles quand on est une femme, elles seraient innées dans le juste prolongement de leur activité domestique. Or, je m'inscris en faux avec cette approche et on sera d'accord là-dessus. Il s'agit de vraies professions, mais l'histoire a fait en sorte que parce qu'elle s'appuyait justement sur un prolongement de ces activités, eh bien, on ne les a pas reconnues. L'exemple typique, ce sont les infirmières, un métier qui n'en était pas un, puisque c'était une vocation lorsqu'il s'agissait de faire appel à des nonnes, à des bonnes sœurs. Et lorsqu'on a laïcisé les hôpitaux, figurez-vous que dans les débats parlementaires, se posait la question de savoir s'il fallait ou non rémunérer au-delà du besoin de vie de ces futures infirmières, s'il fallait vraiment les rémunérer et si, partant de là, il n'y aurait pas eu un risque d'en faire un métier de mercenaire. Vous vous rendez compte d'où on vient? L'histoire de ces professions démontre qu'on ne les a pas construites, comme on a pu le faire ailleurs, notamment dans l'industrie, grâce aussi au poids, et on y reviendra, de ce qui sera les organisations professionnelles syndicales et ce qui deviendra les négociations collectives. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je ne veux pas être trop longue dans ce premier temps, on y reviendra, mais il faut mettre la main directement dans la pâte et regarder de près ce qui définit ces professions, les critères, et je pourrais vous démontrer, si vous avez le courage d'attendre la suite, en quoi il y a des valorisations quasiment systématiques sur toutes les dimensions qui composent et qui fait un métier. Et on reviendra dessus, effectivement, dans la deuxième partie du débat. Donc, pour compléter, ensuite, donc là, on a eu une bonne
un premier élément de constat donc, qui explique largement pourquoi ces professions manquent de valorisation. Un autre élément explique cela. Je vais me tourner pour ça vers François-Xavier Devetter. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur de sciences éco à l'Université de Lille. Et donc pour vous, il y a un autre élément qu'il est nécessaire de prendre en compte pour comprendre la sous-valorisation de ces professions, c'est la manière dont on comptabilise le temps de travail de ces métiers. Et en fait, finalement, vous allez nous montrer qu'on a considérablement réduit le nombre de moments qui sont considérés comme du temps de travail effectif. Et donc, mécaniquement, on en arrive à du temps de travail qui est tout simplement non rémunéré. Alors, comment est-ce que ça aussi, ça a été rendu possible ? Oui, bah, je pense que, merci d'abord beaucoup pour cette invitation. Et, je pense qu'effectivement, c'est lié aussi à ce que disait Rachel juste avant. Il y a un lien qui est très fort entre la façon dont on compte le temps de travail et puis le genre des différentes professions. Ça ne veut pas dire que toutes les professions masculines s'en sortent parfaitement, loin de là, et d'autres mécanismes parfois peuvent conduire à les sous-valoriser ou à compliquer leur situation également. Mais on a quand même un effet de genre très très fort, et notamment dans ce calcul, dans cette comptabilisation du temps de travail. C'est particulièrement le cas sur au moins 2 des métiers qui constituent ces gros bataillons d'un nouveau prolétariat, pour reprendre un peu ce que disait Jean-François Nathan tout à l'heure, à la fois les aides à domicile, près de 600 000 personnes d'une part, et sur ces 600 000, 580 000 femmes à peu près, ou les agents d'entretien avec un taux de féminisation qui est à peu près autant pour 450 000 salariés de la branche de la propreté par exemple. Donc ces métiers partagent des caractéristiques fortes qui sont une sous-reconnaissance et un sous-financement, c'est-à-dire que le consentement de la société à payer pour ce qui est fait n'est pas au rendez-vous. On n'accorde que difficilement de la valeur à ce qui est fait. C'est le problème des compétences qui a déjà été évoqué. Et puis il y a cette question du temps de travail qui est au cœur de la chose. En effet, à partir du moment où on ne considère pas que les compétences puissent être réellement valorisées, la seule chose qui est au final offerte par les travailleuses, c'est du temps. Et leur protection en termes de salaire, dans ces cas-là, c'est le SMIC. Et donc, on va contourner en quelque sorte le SMIC en ne comptant qu'une partie des heures qui sont offertes au cours du temps de travail, au cours de la journée de travail. C'est pour l'aide à domicile ou pour les agents d'entretien des façons très, très restrictives de compter ce qui est fait. On ne compte pas ce qu'il y a avant, temps de préparation, temps de déplacement pour une partie. Alors, ça a évolué et les branches cherchent parfois à changer un peu les choses, mais c'est très, très lent et toujours partiel. Mais on ne compte pas non plus ce qu'il y a après, temps de récupération, temps de débriefing, temps de transmission des informations, temps de prise de contact, temps de collectif qui permettent au travail d'être exercé, etc., etc. On pourra y revenir plus longuement si vous le souhaitez par la suite. Résultat, sur des journées qui commencent à 7h parfois ou 7h30, et à la fin, qui se termine vers 20h, on va se retrouver avec seulement 5 ou 6 heures maximum de temps effectivement rémunéré, de manière très, très, pour le dire, assez rapidement. Et du coup, dans ces métiers-là, effectivement, elles ne sont pas, la plupart du temps, les salariés ne travaillent pas à temps partiel, mais sont payés à temps partiel. Et le décompte intégral du temps de travail, s'il était envisagé, comme ça a pu se faire pour d'autres professions de manière progressive, ou comme ça n'existe pas non plus pour d'autres professions d'ailleurs, pourrait être un changement assez majeur. Merci beaucoup. On reviendra aussi effectivement sur ces questions de comptabilisation du temps de travail plus en détail par la suite. Alors, j'ai un écho assez désagréable, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc, pour conclure ce tour de table et en espérant donc, que Patrick d'Outreligne arrive à se joindre à nous de nouveau, je me tourne vers vous, Manuela Pinto. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc déléguée générale d'ELISFA, donc le syndicat employeur des acteurs du lien social et familial. Donc, vous vous placez d'un point de vue qui est un peu différent puisque vous êtes en contact avec des employeurs de ce secteur qui emploient donc, ces travailleurs. Comment est-ce que quel constat vous faites auprès d'eux sur ces différents problèmes qu'on a identifiés et comment est-ce que vous pouvez œuvrer auprès de vos adhérents finalement pour aller ça c'est dans un deuxième temps, mais qu'est-ce qui peut se mettre en place pour tenter d'y remédier dans la mesure du possible?
Bonjour à toutes et tous et d'abord merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je rejoins les propos qui ont été tenus précédemment, hein, juste pour présenter la branche des acteurs du lien social et familial. Il y a 3800 entreprises et 86% de femmes, 52% des salariés à temps partiel avec des salaires effectivement de bas niveau. Donc effectivement, on constate que la question de la féminisation des emplois a un lien direct avec la question des salaires. Sur les actions qui sont possibles au niveau de la branche, je pense qu'on y reviendra dans le courant de la table ronde, mais effectivement, on a un rôle à jouer en tant que partenaire social. On négocie, Rachel, on a plaisir à vous voir. On négocie avec les organisations syndicales de salariés au niveau de la branche la convention collective. Et la convention collective, c'est un outil qui permet de cadrer les relations de travail entre employeurs et salariés. C'est grâce à cette convention collective qu'on peut mettre en place une classification, une politique salariale, une politique de formation, des campagnes de communication qui permettent de valoriser ces métiers. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu la question parce que bien sûr, on a aussi cet équilibre à trouver entre l'attractivité de nos métiers, de notre branche, et puis l'équilibre économique des structures que nous représentons et des employeurs que nous représentons. Donc il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr des choses à faire, et il y a énormément de réflexions sur ces sujets dans les branches, et notamment les branches de l'ESS, puisque nous sommes membres de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, c'est une équation qui est vraiment pas simple à résoudre. Et puis, c'est aussi la conséquence de plusieurs années de politique publique et de politique sociale qui font que depuis maintenant plusieurs années, on parle de travailleurs pauvres, ce qui est quand même un concept, quand on l'exprime comme ça, qui est antinomique, parce que bien souvent, ce sont ceux qui ont les salaires les plus faibles qui sont le plus souvent à temps partiel et qui sont avec des horaires découpés et des amplitudes de travail qui sont fortes, donc qui cumulent finalement tous les facteurs de pénibilité et des mauvaises conditions de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Enfin, c'est un sujet qu'on doit impérativement traiter et qui est d'autant plus nécessaire qu'effectivement, on l'a vu à travers la crise, mais pour parler plus particulièrement de nos métiers, ce sont des métiers qui sont vraiment, en tout cas pour les métiers de ma branche, qui sont le ciment de la cohésion sociale. C'est-à-dire les centres sociaux interviennent dans les quartiers difficiles, sur tout le territoire, sur des sujets parfois compliqués. Je veux parler notamment de la laïcité. Et puis, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants, puisque nous couvrons également le secteur de la petite enfance, il est question bien sûr de garder les enfants, ça semble assez primordial, mais il y a également la question de la parentalité, des liens sociaux entre les parents, donc ça va plus loin que la simple garde d'enfants, c'est vraiment le cœur de ce qui fait notre activité de lien social et familial. Bien, merci beaucoup. Et on reviendra, effectivement, vous l'avez touché du doigt, quand vous parlez de l'équilibre économique, on reviendra sur le rôle que joue l'État dans tous ces schémas-là, puisque l'État donc intervient là ici en tant qu'employeur pour un certain nombre de salariés, mais également en tant que financeur, et donc qui vient contraindre les structures avec lesquelles vous travaillez financièrement. Donc on verra comment, ben voilà, quels sont les leviers que peut activer l'État sur ces deux niveaux-là. Patrick Doutreline, donc vous nous avez rejoint de nouveau sur scène, donc bienvenue de nouveau, et donc je vous laisse reprendre la parole et finir, voilà, finir votre tour de votre prise de parole initiale, donc au cours de laquelle vous avez été interrompu. Vous m'entendez avec ce nouveau casque, ça doit être plus meilleur. Moi, j'entends. On va voir si tous ceux qui nous écoutent entendent. Oui, ça a l'air. Oui, donc excusez-moi encore pour ces problèmes techniques. Oui, j'avais commencé, mais j'ai été comporté par les interventions de François Xavier, Manuela en particulier, sur les problématiques de la reconnaissance du travail. Visible, je vous coupe à nouveau parce que visiblement les retours du public laissent penser que le son n'est pas meilleur que la première fois. J'ai encore essayé de monter le son, mais je ne sais pas si ça vient du matériel ou du. Je sais pas non. Peut-être en parlant plus fort, je ne me rends pas compte de. Là, je vais essayer de parler le plus fort possible. Ouais. Là, on n'entend vraiment plus du tout. Alors, en coupant la caméra, est-ce que ça marchera mieux? J'en doute. Pourtant, les essais étaient positifs, mais
Bon, je vous laisse à la limite revoir avec Anne ce qu'il est possible de faire, et puis tant pis, on va continuer en espérant que vous pourrez nous rejoindre à nouveau rapidement. Maintenant, c'est moi qui coupe mon micro. Voilà, très bien. Donc, après ce tour de table introductif, on a mis en évidence plusieurs facteurs donc, qui expliquent la sous-valorisation des différents métiers dont il est question aujourd'hui. Vous avez aussi déjà mis le doigt sur différentes pistes de solutions, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail là-dessus. Donc, vous avez chacun du point de vue d'où vous placez des solutions différentes, évidemment, que vous mettez en avant. Donc, alors, il peut être question on a vu avec Rachel Silveira de reconnaissance de compétences qui sont malheureusement encore trop souvent considérées comme naturelles. On a parlé des conventions collectives. Voilà, est-ce que chacun, peut-être, vous pourriez insister sur une ou deux solutions qui vous paraissent importantes, et comment est-ce que concrètement, vraiment, on peut les mettre en œuvre, donc soit via le biais de conventions collectives ou d'autres, mais comment vraiment concrètement tout ça se met en place. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Rachel, du coup, comme j'ai fait allusion à la question de reconnaissance des compétences. Ok. Alors, moi, j'aurais un programme qui durerait pour toute l'après-midi minimum, si on voulait… Il va falloir être plus rapide. Surtout que ça fait des années qu'on se penche sur ce sujet. La crise Covid n'a fait qu'émerger un débat qui est bien antérieur. Alors, pour ce qui est des travaux que je mène avec Séverine Lemierre depuis pas mal d'années, repris en partie auprès du Défenseur des droits, au Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, il y a un type d'action qui me paraît à privilégier, c'est le fait justement de regarder concrètement comment sont évalués les emplois et regarder, comme le suggère la loi, comment est appliqué le principe qui consiste non pas à dire seulement un travail égal, salaire égal, mais un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et ça veut dire que la loi, depuis 1972, permet de comparer des emplois considérés de même valeur et de regarder, quand ils sont très féminisés ou occupés majoritairement par des hommes, s'ils sont positionnés à leur juste place. Alors, c'est très compliqué. Pour résumer, je dirais qu'on s'intéresse à 4 grands critères, et puis je rajouterai 2 autres qui ont été suggérés précédemment dans le débat. 4 critères qui déterminent comment sont positionnées les professions et où on voit à travers eux comment les emplois à prédominance féminine, notamment dans le soin et le lien, ont été dévalorisés. Le premier, c'est le diplôme. Alors, ça paraît évident, quand on regarde un emploi, on fait référence la plupart du temps à sa qualification des personnes, au diplôme requis. Et là, on est frappé de voir, je vais vite, que la plupart du temps, les diplômes dans le soin, dans la santé, etc., qu'ils relèvent du champ public ou privé, sont en général systématiquement dévalorisés, y compris donc par exemple si on compare des diplômes tertiaires à des diplômes plus techniques de l'industrie. Et l'exemple typique, ce sont les infirmières. Rappelons-nous que dans le milieu hospitalier, il faut attendre 2010, donc il y a juste 10 ans, pour que les infirmières aient leur diplôme reconnu en totalité, Bac+3, et qu'elles soient enfin en catégorie A. J'y reviens pas, ça a été le fruit d'un chantage par ailleurs, puisqu'elles n'ont perdu à cette occasion le fait de pouvoir partir en retraite anticipée. Deuxième critère, ce sont les compétences dites techniques justement, qui sont dévalorisées quand on s'intéresse à des emplois de service en général, et ceux dont on parle en particulier. Le relationnel, recevoir des patients parfois violents, faire face à du public, en général, dans ces grilles de classification, eh bien, ça ne compte pas. Une caissière, eh bien, une hôtesse de caisse, il n'y a rien dans ce qui relève justement de la relation au client. C'est pourtant le b.a.-ba pour elle. Troisième notion importante, en ce qui concerne les responsabilités, quand on compare entre les types d'emplois, on s'aperçoit là aussi que tout ce qui est responsabilité sur des personnes
de la petite enfance jusqu'au grand, en pensant aux personnes âgées ou aux personnes handicapées dépendantes, eh bien, ça a moins d'importance, ça a moins de poids, voire ça n'en a pas du tout, c'est naturel, comparé à des postes où la responsabilité sur des budgets va être encensée, valorisée, survalorisée, devrais-je dire. Et enfin, les conditions de travail, on l'a déjà un peu évoqué. La pénibilité dans la plupart de ces professions est niée. Porter des corps, lever des corps, quand on est aide à domicile, on ne le voit pas, on le repère juste dans le fait qu'aujourd'hui, on sait que côté maladie professionnelle et accidents du travail, on s'aperçoit qu'on a des améliorations partout, sauf pour les aides à domicile. Et à ces 4 critères, c'est comme ça qu'on repère les emplois. Eh bien, on peut rajouter 2 autres composantes. C'est ce qu'a dit François-Xavier à l'instant, la précarité. La plupart de ces emplois subissent une précarité en termes de temps de travail, de contrat. Et enfin, on constate systématiquement que pour la plupart de ces professions, il n'y a pas de vraie carrière. C'est-à-dire que vous démarrez pour la plupart d'entre eux au SMIC, eh bien, vous allez y rester toute votre vie, même s'il y a une convention collective. Alors, avec le fait incroyable que les conventions collectives, certaines d'entre elles dans l'aide à domicile, démarrent même en dessous du SMIC. Donc déjà, on voit bien comment on a écrasé la probabilité d'avoir une évolution de carrière. Quand on est aide à domicile, c'est quasiment impossible. Les caissières non plus. J'ai regardé de près les classifications dans le commerce. 3 échelons pour une caissière, on va en avoir 5, 6 pour tout ce qui sera emploi de libre service, etc. Donc, vous voyez là, je vous donne juste quelques aperçus un peu concrets, mais il y a à mettre en œuvre, et maintenant on a les outils en France, on peut s'inspirer de ce qui se fait au Québec, notamment où la loi est extrêmement proactive, on a les outils et on ne fait quasiment rien parce que, bien, on va le dire entre nous, il y a un refus du côté du MEDEF et de la plupart des employeurs de mettre en œuvre une telle approche. On va nier totalement l'enjeu d'observer et d'intégrer l'égalité dans l'évaluation des emplois et dans les classifications. Donc voilà, c'est là-dessus que je me bats. Je rajouterai juste qu'il n'y a pas que le privé qui est en cause, et je dirais même plus qu'au Québec ou ailleurs, lorsque ce type de méthode a été mise en œuvre, on a commencé par la fonction publique, l'État, en tant qu'employeur, donnant l'exemple. En France, moi qui m'intéresse aux politiques d'égalité, comme ça je renvoie tout le monde dos à dos, on s'aperçoit que l'État applique les lois en ce qui concerne son rôle d'employeur après coup. Et donc, on va attendre 10 ans, encore 20 ans, voire davantage pour appliquer cela, y compris donc, dans l'emploi public. Merci beaucoup. Je me tourne peut-être pour enchaîner vers Jean-François Nathan. Qu'est-ce que vous ajouteriez, vous, comme piste de solution? Oui, quand j'avais dit que l'intervention de Rachel serait voilà, toujours brillant. Non, enfin moi j'avais centré mon propos aussi sur ce qui dans mon activité, ce que j'ai eu à voir. En fait, on ne parle jamais du travail, je vais dire, de ses salariés. Et quand j'ai eu cette expression, c'est quoi ce travail? C'est comment, je vais dire, on révèle en fait à la société tout entière. La crise a été un électrochoc. Alors, de cet électrochoc, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est à cet instant que se pose la question de changer de cadre de pensée et de mobiliser, parce que partout, ce qui va nous être envoyé, c'est avec quels moyens on va mieux reconnaître ces métiers, et notamment les métiers du soin et les métiers du lien, qui sont assis sur des financements, je veux dire, la plupart du temps, de la sécurité sociale, donc de l'univers des cotisations sociales. Et donc, comme on nous vend depuis bientôt 40 ans
qu'il faut baisser les charges, qu'il n'y a pas d'argent pour payer ces métiers. Et voilà, donc il faut casser, je veux dire, cette idéologie, je veux dire, du toujours moins pour mettre du toujours plus. Et donc, il nous faut, oui, mobiliser les sommes nécessaires pour reconnaître à leur juste investissement, leur engagement et leur place, je veux dire, de l'ensemble de ces métiers. Mais quand on parle des métiers du bien, c'est pour ça qu'il faut élargir un peu le propos pour ne pas, je veux dire, avoir un regard beaucoup plus je veux dire, il y a quand même toute une catégorie de notre société. On a dit que la classe ouvrière avait disparu, qu'il n'y avait plus, on était tous, voilà, on était tous dans le bonheur, voilà, on était tous chez nous en train dans notre cuisine, en train de télétravailler. C'est absolument, je veux dire, la crise nous révèle aussi une toute autre société. Et donc, il y a des millions des milliers et des millions de travailleuses et de travailleurs qui exercent des fonctions sous-payées, mal reconnues, dans des conditions de travail, je veux dire, très pénibles. Et tout à l'heure, j'ai employé à dessein, parce que ça ne fait jamais de débat dans notre société, c'est les inégalités d'espérance de vie. C'est quand même des populations dont on sait qu'elles vont, ce qu'on appelle mourir prématurément. Et ça, c'est juste impossible, je veux dire, à concevoir, sauf qu'on a tellement banalisé la chose qu'on va trouver naturel que les catégories sociales, puissent mourir, disons, prématurément avant les autres. Et ça, c'est une des plus grandes injustices qui est un des éléments de la crise démocratique dans laquelle nous sommes. Et comme actuellement, quand même, se pose un grand débat sur quelle république, quelle démocratie, je pense que s'attaquer aussi à ces causes-là sont un élément aussi de sursaut, je veux dire, pour notre société tout entière. Merci beaucoup. Manuela, peut-être sur la possibilité d'évolution des conventions collectives, etc. Est-ce que vous entrevoyez des pistes de solutions de ce point de vue-là? Ah oui, heureusement, il n'y a pas de fatalité sur le sujet, mais je me permettrai juste de rebondir aux propos qu'a tenu Rachel, que je partage totalement. Mais comme je vous le disais, nous sommes membres de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire et nous connaissons bien le secteur de l'aide à domicile, le secteur associatif. Et juste pour dire que dans le secteur associatif, il y a eu notamment un accord de branche qui a été signé très récemment, je crois l'année dernière, pour revaloriser les salaires, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les salariés sont payés pour plus de la moitié au SMIC, mais que cet avenant, qui donc a été signé par la grande majorité des partenaires sociaux de la branche, ne peut pas entrer en vigueur sans l'accord du ministère des Affaires sociales. Donc voilà, la volonté des partenaires sociaux est là, l'accord il est signé, il est sur la table depuis plusieurs mois, mais sans agrément du ministère des Affaires sociales et donc sans financement finalement dédié à l'entrée en vigueur de cet accord, il n'y a pas d'accord possible. Donc c'était juste pour une précision, hein, ça ne remet pas en cause ce que vous dites, mais c'est juste pour dire que malgré tout sur le secteur associatif de l'aide à domicile que je connais quand même très bien, il y a une vraie volonté de valoriser ces métiers. Oui, heureusement, on a plusieurs outils. Alors, c'est une question, en fait, qui est pas si simple en termes de négociation quand on est un syndicat employeur ou un syndicat de salariés au niveau d'une branche, parce que souvent, on part d'un constat partagé et on partage les constats donc, de revalorisation, notamment des bas salaires. Après, se pose la question de qu'est-ce qu'on veut rémunérer. Et là, parfois, on n'est pas tous d'accord. Est-ce qu'on veut rémunérer d'abord le niveau de formation? Est-ce qu'on veut rémunérer le niveau de formation et ou les compétences? Comment est-ce qu'on évalue les compétences? Comment est-ce qu'on forme le manager intermédiaire aux compétences? Et puis, quand on parle de valorisation des diplômes, on considère qu'on va valoriser plus quelqu'un qui a un diplôme d'un niveau supérieur, ce qui peut sembler logique. Mais à la fois, à quoi tient cette valorisation? À l'expertise, à la responsabilité souvent, mais de quelle responsabilité parle-t-on? Et quelle est l'équivalence qu'on peut faire entre une responsabilité d'un manager qui doit diriger une équipe de 30 à 50 personnes et la responsabilité d'un salarié qui intervient directement auprès d'un public dans des situations parfois compliquées? Donc c'est aussi très culturel cette question de la rémunération qui passe d'abord par le prisme du niveau de formation. Donc c'est un sujet qu'on ne va pas pouvoir traiter comme ça rapidement parce que je suis comme Rachel, hein, je pense qu'il nous faudrait l'après-midi pour aborder l'ensemble de ces sujets, mais malgré tout, c'est par le système de classification qu'on peut
trouver des modalités de revaloriser les niveaux de rémunération les plus bas sans écraser complètement les grilles non plus, parce qu'on est sur un marché du travail concurrentiel et on a autant de mal à recruter des salariés de faible niveau de qualification que de recruter des cadres. Donc plus on écrase les grilles, plus on va avoir également une population de cadres qui va être moins bien payée par rapport au marché du travail et aussi des difficultés de recrutement sur ce plan-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être extrêmement réfléchi. Sur la politique salariale, la difficulté qu'on a souvent, c'est la question du SMIC. Alors, c'est une très bonne chose parce que ça oblige les partenaires sociaux à enclencher une négociation salariale. Quand on est sur des branches comme les nôtres, on a des salaires qui sont malgré tout proches du SMIC. Donc, ça nous oblige à renégocier, mais ce n'est pas satisfaisant. Si la négociation salariale s'arrête à un ajustement par rapport au SMIC, c'est quand même peu satisfaisant pour les partenaires sociaux. Et puis, le SMIC, il augmente quand même malgré tout assez vite. Et souvent, les salariés qui ont les salaires les plus faibles, ce sont ceux qui sont les plus nombreux dans les branches. Et donc, l'impact sur la masse salariale des structures, dès lors qu'on touche à ces bas salaires, va être le plus important. Donc, on a cet équilibre à trouver entre valoriser les plus bas salaires parce qu'on est convaincu de l'utilité sociale des salariés qui sont en contact directement avec les publics et à la fois ne pas entraîner la destruction d'emplois parce que si on fait exploser la masse salariale de nos structures, demain, les structures vont fermer les unes après les autres. Un élément qui est extrêmement important et là-dessus, on est effectivement très attaché également à ça dans notre branche puisqu'on a un taux de formation qui est plus de 2 fois supérieur au taux légal, c'est la formation professionnelle. Qui dit formation professionnelle, dit évolution des compétences, dit nouvelle mission, dit peut-être une progression dans la carrière. Et nous, notre objectif en tant qu'employeur au niveau de la branche, c'est de permettre à chaque salarié, et d'ailleurs on a ouvert une négociation salariale pas plus tard qu'hier, c'est de permettre à chaque salarié, quel que soit l'endroit où il se trouve dans sa carrière, d'avoir une vision de progression, d'avoir une marche à franchir, que ça soit en termes d'évolution, de changement d'emploi, ou alors de rester dans son emploi, mais d'avoir des nouvelles missions, de tutorat, d'accompagnement d'autres salariés, des spécialisations sur tel type d'activité. Donc vraiment d'être toujours dans ce parcours professionnel, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, et surtout avec les générations plus jeunes qui ont un peu la bougeotte, on va dire ça comme ça, professionnellement, de proposer à un salarié de faire exactement la même chose et d'avoir des niveaux de rémunération trop stables en fait sur plusieurs années. Et puis il y a la question de l'expérience. Comment est-ce qu'on valorise l'expérience? Est-ce que c'est l'ancienneté le bon critère ou pas? Enfin, vous voyez, même si on partage le même constat de départ avec les partenaires sociaux, parfois on a des visions très différentes sur les moyens d'atteindre ces objectifs, ce qui rend la négociation pas toujours facile. Voilà ce que je voulais dire globalement. Enfin, j'aurais plein de choses à dire, mais je préfère laisser la parole à d'autres. Peut-être, je vous laisse la parole, François-Xavier, pour d'autres éventuelles pistes de solutions pour compléter celles qui ont déjà été formulées. Oui, merci. Je rejoins d'abord ce qu'a dit Rachel sur énormément de points, et je pense que c'est le point de départ, c'est effectivement la reconnaissance de la valeur du travail et de ce qu'il y a derrière. Mais en quelque sorte, ça c'est une première étape. Il faut que le travail qui est fait soit reconnu comme ayant une certaine valeur ou sa juste valeur. Et donc, les questions de compétences, de ce qui est fait, etc., sont absolument fondamentales. Je ne reviens pas sur ces points-là. La deuxième étape, par contre, et l'intervention de Manuela juste avant nous a un peu renvoyé à ça, c'est que quand bien même on reconnaît la valeur d'un travail, encore faut-il être en mesure de le payer concrètement, c'est-à-dire de passer de « ah oui, ça vaut énormément de choses » à « j'ai un salaire et une grille salariale derrière qui le traduit comme tel ». Et là, pour le coup, les employeurs, pour bon nombre de ces emplois, notamment dans l'ESS, ils n'ont pas tout à fait la main, quoi. C'est vrai qu'ils négocient les grilles salariales, c'est vrai qu'ils négocient les conventions, etc. Et on voit les ambiguïtés qu'il peut y avoir parfois d'être à la fois social et solidaire et employeur, et toutes les difficultés et les formes de schizophrénie aussi qui peuvent parfois émerger pour certains dans les contraintes dans lesquelles ils sont. Parce qu'il faut quand même bien se rappeler que pour la grande majorité de ces emplois, si on reste notamment sur l'aide à domicile, mais on pourrait aussi aller voir les assistants maternels, par exemple, ou les animateurs socioculturels, etc., leur financement relève pour une grosse partie de financement public, soit de financement direct, pour l'aide à domicile via l'allocation personnalisée d'autonomie, par exemple, soit de financement indirect via les multiples allègements en tout genre qui sont proposés, via les exonérations sociales, les exonérations fiscales, via également les primes d'activité qui au final est le seul moyen par lequel on a pu valoriser ou améliorer ou éviter que bon nombre de ces salariés tombent dans une pauvreté encore pire. Donc au final, c'est selon les métiers, de 50 à 80, 90% de la somme qui leur revient en fin de mois
qui dépend de fonds publics. Donc c'est dans cette fixation des dépenses publiques aussi qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Et pour le coup, sans vouloir être trop long, j'irais il y a deux voies possibles. Il y a l'immédiat, en quelque sorte, le relativement facile dans le cadre actuel, et puis il y a le un peu plus compliqué. Dans l'immédiat, si on reste sur l'aide à domicile, le plus simple à concevoir, je pense, à ce niveau-là, c'est le tarif APA. On est sur une situation complètement folle où la même institution, la CNSA en l'occurrence, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, nous dit une heure d'aide à domicile, il y a 4-5 ans, valait 25 € de l'heure. Et le tarif que l'on envisage comme tarif socle national dans la future loi grand âge qui arrivera dans 3 mois, et c'est un 3 mois glissant, c'est dans 3 mois, tous les jours, dans 3 mois, était aux alentours de 21 €. Les 4 € qui est-ce qui les paye? Les 4 €, c'est en grande partie les aides à domicile elles-mêmes qui le payent par leur douleur de dos, leur absence de transport payé, leurs difficultés de fin de mois, etc., etc. Et les employeurs, entre les deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, mais ils sont un peu coincés entre ces deux sommes-là, et c'est bien à eux, ils n'ont pas tout à fait la main. L'autre solution, donc la revalorisation de l'APA à ce niveau-là, c'est, donc aujourd'hui, ce ne serait pas 25, mais plutôt 27, 28 probablement pour que ce soit faisable selon les calculs qu'on a pu mener. C'est en gros 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est une somme absolument conséquente, évidemment, mais c'est 3 milliards d'euros pour à peu près 500 à 600 000 salariés. Donc déjà, c'est pas non plus un détail. C'est aussi des 3 milliards d'euros qui peuvent être trouvés par ailleurs, quand notamment on les compare aux sommes qui sont attribuées en exonération socio-fiscale pour les emplois liés au chèque emploi service, par exemple, ou ces choses-là, puisque c'est à peu près les mêmes sommes pour donner un exemple. L'autre solution, et je finirai là-dessus, c'est au-delà de la revalorisation horaire par ce tarif APA, c'est de dépasser ce cadre horaire et de trouver des modes de financement des services d'aide à domicile, mais au-delà de l'ensemble de ces services, qui soient autrement calculés qu'à l'heure, qu'à la minute même, parfois, ou en tout cas à des durées plus courtes, c'est-à-dire d'intégrer réellement la prise en charge de personnes dans des ensembles de services plus larges qui permettraient d'intégrer des temps collectifs, etc., etc. Je ne voudrais pas être trop long, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Patrick Doutreline, je vais essayer de vous redonner la parole pour vous aussi contribuer à ce tour de table des solutions envisageables pour mieux valoriser les métiers des premiers de corvée. Alors, on va voir si on vous entend mieux. J'espère. Normalement, les problèmes sont réglés. Ouais, ça a l'air mieux. Bon, mais tant mieux. Écoutez, les solutions, elles vont être extrêmement compliquées parce qu'il y a un problème d'idéologie politique en face de cette question. L'idéologie politique, c'est évidemment, et elle se croise avec plusieurs interférences, c'est que les métiers du social, comme c'est pas des métiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont pas des métiers productifs, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé la plupart du temps, sauf à un niveau de qualification et intellectuel qui serait suffisant. C'est l'écart entre les médecins et les aides-soignantes, par exemple, dans le milieu hospitalier. Le deuxième croisement, c'est que si vous êtes autour du SMIC avec des métiers qui demandent une faible qualification, il y a deux difficultés majeures, c'est que les minima sociaux qui sont en dessous, l'État les a bloqués depuis quelque temps pour justement garder un écart, et d'ailleurs qui est en train de se creuser, entre les gens qui vivent de minima sociaux et les gens qui travaillent. C'est tout l'idée de la valorisation du travail et tout le discours politique exécrable sur l'assistanat, la confusion entre l'assistance et l'assistanat, évidemment, que certains partis politiques et certaines personnalités jusqu'au plus haut sommet de l'État entretiennent régulièrement. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Le troisième paradoxe, mais ça, je l'ai entendu de la part de Rachel ou de Manuela, c'est que vous n'êtes même pas encouragé, en théorie,
à vous qualifier. Parce que si vous vous qualifiez, j'allais dire, l'objectif, ce serait que de revaloriser votre salaire. Or, dans beaucoup de métiers, vous pouvez vous qualifier dans l'aide à domicile ou dans aide-soignante, vous pouvez vous qualifier un petit peu mieux, mais si vous sautez pas d'une étape ou si les financements publics ne suivent pas, ça ne marche pas. Donc, on prône par exemple la qualification des personnes d'aide à domicile, mais au bout du compte, même avec une qualification en termes de relationnel, en termes d'application et de soins, il y a 9 chances sur 10 qui ne trouvent pas d'emploi avec cette nouvelle qualification. Et comme les pouvoirs publics ne valorisent pas, ne reconnaissent pas ces qualifications, on est dans un débat. Je pense que, par exemple, ce qui est quand même scandaleux, c'est qu'il y a des gens qui sont encore en dessous du SMIC en faisant plus de 35 ou de 39 heures par mois. Et ça, même les syndicats ne le mettent pas en avant. Moi, quand j'ai annoncé ça à des leaders syndicaux, ils ne me croyaient pas en disant c'est pas possible qu'on soit en dessous du SMIC. Eh bien si, vous venez dans l'aide à domicile et vous avez des gens qui sont en dessous du SMIC. En plus, je reviens pas sur ce que Jean-François ou Rachel ont dit, c'est-à-dire une méthode de calcul des horaires qui est scandaleuse. Enfin, je veux dire, quand vous pensez que entre deux personnes visitées, le temps de transport est parfois absolument pas compté et que ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment absolument scandaleux. Donc voilà, je veux pas être désespérant, mais je pense que le fait que ce soit une idéologie politique, le fait que les syndicats n'aient pas bien mesuré, le fait aussi que tout le monde considère que c'est des gens, j'allais dire, comme ils n'ont peu de qualifications, qui sont corvéables à merci, on a tous les facteurs réunis pour que ça ne bouge pas. Il faut des crises comme la Covid pour que ça bouge. Pour les aides-soignantes, en milieu hospitalier, ça s'est fait sous la pression populaire. En EHPAD, il a fallu que les associations montent au créneau parce que sinon, ça leur était pas du tout accordé du tout. Et maintenant, on continue avec les optiques de profession. Mais si vous vous mettez juste à côté, c'est-à-dire vous faites un pas de côté et vous regardez les éducateurs qui ont Bac+3 et qui démarrent à 1 200 € par mois. Comment voulez-vous que vous avez une aide-soignante qui est au SMIC ou un petit peu en dessous, qui peut se qualifier, qui peut faire une formation de JE ou d'éducateur et son summum, ça va être de monter de 200 € ou de 160 €. Donc c'est même pas avec Bac+3, c'est même pas un encouragement. Donc il y a une vraie problématique des problèmes du social qu'on n'a pas dans les pays du Nord, qu'on n'a pas au Québec. Rachel l'évoquait à juste titre. Nous, c'est très marqué. Et c'est malheureusement depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a perduré avec des rattrapages à certains gouvernements, mais des rattrapages minimes parce que le mouvement est très faible parce que ça entraîne ce que disait François-Xavier à juste titre, le fait que ce soit les 2/3 des pouvoirs publics, des financements publics qui financent ce type de métier-là, eh bien tout le monde serre les cordons de la bourse et tant qu'on mettra pas quelles sont les valeurs que nous voulons défendre, quels sont les obstacles que nous voulons surmonter, quelles sont les priorités qu'on se donne, on va rester dans un climat absolument délétère. Merci beaucoup. Et je vais rebondir donc sur un point que vous avez commencé à aborder et qui est une question posée par un des membres du public qui tient à la faible organisation collective, la faible participation, enfin le faible taux de syndicalisation, etc. dans ces métiers-là. Je me tourne peut-être vers vous, Jean-François Nathan. Comment est-ce que ça quelle responsabilité, entre guillemets, des syndicats dans cette faible visibilité et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ce point de vue-là pour que les choses soient portées de manière plus collective, peut-être? Ça illustre par, je veux dire, la situation peut illustrer l'importance du syndicalisme et je veux dire du rapport collectif. Donc,
ce qu'on va souligner dans l'avis du CESE de la semaine prochaine, dans 15 jours, c'est bien aussi c'est des métiers où le collectif est très distendu. Donc, on est dans des solitudes. Et tout à l'heure, François-Xavier parlait à très juste raison des enjeux du temps. Enfin, quand on rentre un peu et qu'on fait parler, c'est pour ça que j'essayais d'appuyer un peu, mais à quel moment on leur donne la parole? Moi, j'ai été plus j'ai travaillé à écouter, à entendre, je vais dire, ces personnes, plus ça te révèle la grandeur et la beauté des tâches du métier, mais tu es révolté par cet écart-là, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a très peu de temps de transmission, il y a très peu de temps de partage où elles vont pouvoir, je vais dire, échanger, s'épauler, s'écouter. Alors le syndicalisme, alors pour avoir à un moment donné pas mal écrit aussi sur le sujet, le syndicalisme, à ne pas avoir ou être en grande difficulté à aborder l'ensemble je vais dire, du salariat tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, est lui-même en grande difficulté. C'est-à-dire que la crise du syndicalisme est illustrée par notre incapacité ou nos difficultés à prendre en compte, je vais dire, l'ensemble de ce monde du travail qui n'est pas, je vais dire, dans tous les radars dans lesquels nous sommes, parce qu'on n'est pas implanté, parce que c'est des petites structures, parce que c'est isolé, et parce qu'on est nous-mêmes affaiblis, et que nous-mêmes, peut-être, avons-nous d'autres priorités que de nous occuper, et on concourt par notre, je vais dire, nos propres difficultés à mettre dans l'invisibilité toute cette catégorie de salariés. Donc, nous n'avons pas la responsabilité de l'état dans lequel se trouve le monde du travail, mais par notre incapacité à organiser je veux dire, ce monde du travail, nous participons à cette mise en invisibilité. Alors, on a même comme tout à l'heure, on a abordé aussi les conventions collectives. Il y a toute une réflexion, alors ça sera aussi dans l'avis, sur je veux dire, comment on fait sens tous ensemble. C'est-à-dire, si on part du métier, pourquoi tant de conventions collectives? Comment on pense collectif ce métier ou ces métiers? Et donc, comment on crée une vraie lisibilité pour pouvoir, je veux dire, éviter ce morcellement aussi de négociations, etc. Après, moi, je pense vraiment que c'est un choix de société qui nous est posé. Et tout à l'heure, oui, il y a des gros enjeux de financement. Et ben, c'est quel débat nous avons et la crise dans laquelle nous sommes, elle appelle des changements profonds. Mais est-ce que dans ces changements profonds, qu'est-ce qu'on décide collectivement? Et donc, quel débat nous avons dans notre société sur combien on met, combien on mobilise je veux dire, de moyens financiers pour permettre de bien travailler et de bien prendre soin. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ben, le débat le pose, mais posons-le à l'échelle du pays et prenons les décisions. Rachel, il me semblait que vous souhaitiez réagir sur un point. Je vous laisse rapidement la parole. En fait, je voulais réagir sur 2 points. Tout d'abord, pour compléter ce qui vient d'être dit, donc on a affaire souvent à des salariés qui sont dans des structures très éclatées, qui sont même au domicile de leur employeuse ou employeur, pour certains d'entre eux. Donc là, effectivement, s'organiser, se syndiquer, c'est pas évident. Et du coup, ça m'évoquait le fait que c'est peut-être pas un hasard si parmi la mobilisation des Gilets jaunes, on a vu, pour une fois, dans un mouvement de ce type, un peu à côté des syndicats, justement, beaucoup de femmes. Elles étaient, pour bon nombre d'entre elles, aides à domicile notamment, assistantes maternelles, etc. Et donc là, j'ai envie de dire que ça ne veut pas dire que pour autant les questions de mobilisation, grâce aussi aux réseaux sociaux,
ne sont pas closes. Peut-être qu'il faut réinventer aussi d'autres formes. En tout cas, les organisations syndicales ont tout à voir avec cette question. Et puis l'autre commentaire que je voulais faire par rapport aux discussions antérieures, par rapport à ce qu'a dit Manuela notamment, c'est que pour moi, c'est un peu raide ce que je vais dire, mais il n'y a pas d'emploi peu qualifié ou pas qualifié. On ne peut pas se contenter de mesurer la qualification d'un métier, d'un emploi, c'est tout mon propos, uniquement parce qu'il y aurait un diplôme reconnu. Rien que ça, le diplôme, il n'est même pas reconnu. Mais au-delà de ça, ce que je constate dans tous ces métiers, c'est que justement, leur qualification est importante, elle est dénigrée, non reconnue et non payée, mais elle existe. Sans expérience professionnelle, sans ce savoir-faire acquis et renouvelé, eh bien, elles ne pourraient pas travailler comme ça quand elles sont au domicile des patients notamment. Voilà, c'était une petite remarque. Merci beaucoup. J'en profite pour enchaîner sur une autre question qui est assez liée. On a donc évidemment le summum de la non-organisation collective, si je puis dire, pourrait être le fait d'être employé à domicile. Là, évidemment, on est complètement isolé. Il y a une question du public qui demande si on peut mesurer les différences de conditions de travail et de rémunération, etc., entre secteur associatif, secteur privé et particulier employeur. Donc, ça revient peut-être... François-Xavier Devetter, je sais que vous souhaitiez aborder ce point-là du particulier employeur qui pose des questions spécifiques. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, beaucoup de choses. Juste un mot sur ce qui a été dit avant pour aller dans le même sens, mais rappeler l'extrême division aussi que subit cette main-d'œuvre dans les différents métiers qu'il y a là. C'est le principe d'externalisation, par exemple, aussi, qui joue fortement là-dessus. Prenez l'exemple aujourd'hui, dans un collège, les agents d'entretien peuvent relever pour faire exactement le même métier de 4 statuts différents. L'une sera fonctionnaire, l'autre sera contractuelle, la troisième sera en contrat aidé et la quatrième salariée d'une entreprise de la branche de la propreté. Celle qui est fonctionnaire sera extrêmement privilégiée avec 12 000 guillemets de chaque côté puisqu'elle sera à 1 300 € par mois quand sa collègue qui fera à peu près la même chose sera à 750-800 € par mois. Comment celle qui est entre guillemets, encore une fois, privilégiée peut se battre pour améliorer ses conditions de travail en voyant la situation de sa collègue dans une situation bien pire pour laquelle elle aura beaucoup de compassion, mais pour laquelle elle ne pourra absolument rien faire puisqu'elle ne relève pas du même employeur et pourra au mieux lui éviter certaines sanctions en essayant de camoufler certaines choses dans certains cas. Et dans l'aide à domicile, c'est pareil, c'est cette concurrence entre quatre conventions collectives ou 4 règles différentes, donc le particulier employeur, la branche associative, les entreprises de services à la personne et puis les services publics via les centres d'action sociale ou les centres intercommunaux d'action sociale. Ce n'est pas tout à fait une convention collective, mais ça vient de fait au même. Cette concurrence entre ces différents systèmes, on l'hérite depuis belle lurette, mais elle a été renforcée très fortement par le plan Borloo et par ses suites. Parce qu'on était, rappelons quand même qu'au tout début des années 2000, 2001, 2002, on a plusieurs éléments qui, ensemble, ont amélioré sensiblement la situation de manière temporaire, et on voit bien que c'était insuffisant. Mais entre la création de l'APA, entre l'accord interprofessionnel de la branche de l'aide, qui deviendra la branche de l'aide à domicile, et la création du DEAVS à l'époque, et la loi dite 2002 de modernisation de l'action sociale, on avait 3 éléments relativement cohérents qui mettaient les choses dans une direction vers plus de contrôle public, certes, mais une meilleure structuration des choses. Sauf que 3 ans plus tard, le plan Borloo remet tout à plat en redonnant notamment la main à 2 autres acteurs que sont la branche des entreprises qui apparaît quelque part à ce moment-là et du particulier employeur d'autre part. Du coup, pour répondre précisément à la question, est-ce qu'on peut comparer la situation ces 4 situations? Je pense qu'il faut le dire en 2 temps. Il faut d'abord, ce que je vais dire là ne me permet que de comparer des situations moyennes, c'est-à-dire des tendances générales, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de chacune de ces 4 ensembles, ou à l'intérieur de chacun de ces 4 ensembles, on a une grande hétérogénéité. Il y a des particuliers employeurs absolument formidables. Il y a des entreprises privées à but lucratif absolument formidables, etc., etc. Maintenant, quand on regarde la moyenne de chacun de ces 4 ensembles, on a une gradation qui est très, très nette. Le seul qui s'en sort à peu près, c'est le secteur public. C'est les CCAS, les CIAS.
lorsqu'ils sont dominants dans un territoire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on a un territoire en France, sans aller en Suède ou dans les pays du Nord, on a un territoire dans lequel on a 60 à 80% des heures d'aide à domicile et des EHPAD qui sont publiques. C'est les Landes, c'est pas, voilà, c'est pas très très lointain, hein, et c'est un effort budgétaire, certes, qui n'est pas négligeable, mais qui amène au résultat assez simple que les aides à domicile sont en moyenne payées 30% de plus en salaire annuel, hein, pas en salaire horaire, mais en salaire annuel, 30% de plus que dans n'importe quel autre département français. Donc on a le secteur public qui est au-dessus, clairement. En dessous, on a le secteur associatif. Je vais faire mon prof basique caricatural, fait ce qu'il peut, mais peut pas grand-chose. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent d'améliorer dans un bon nombre de cas, et on a des très bonnes pratiques dans certaines associations, quand elles sont d'une taille correcte, elles ont construit des fonctions support, et puis surtout lorsqu'elles se sont spécialisées dans un sport qui est quasi discipline olympique dans ce secteur, qui est la recherche de subventions complémentaires ou de financement complémentaire ou d'appel à projet. Voilà, quand on a dans une association un champion du monde de la réponse à l'appel à projet, on arrive à compléter les financements horaires, etc., et amener à des rémunérations des salariés au final un peu meilleures. C'est rapidement souvent un peu d'épuisement professionnel de l'encadrement, mais quelque part c'est un moindre mal. Ensuite viennent les entreprises qui sont clairement en dessous. On est sur des rémunérations annuelles de 1 000 à 2 000 euros de moins que dans les associations qui elles-mêmes étaient 3 à 4 000 euros de moins que le secteur public. Et puis tout en bas vient le particulier employeur qui de fait ne crée pas des emplois, qui achète des heures de travail. Parfois ça débouche sur des temps qui se rapprochent du temps complet avec des pseudo-travailleuses indépendantes, en fait, qui cumulent des contrats, certes de travail, mais qui sont en fait des contrats commerciaux avec une série d'employeurs, mais qui sont des clients de fait via des chèques emploi-service, etc., etc. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des emplois, c'est des heures de travail achetées, et qui ne débouchent pas sur des situations acceptables. Et d'ailleurs, ce sera le mot de la fin, pardonnez-moi, pour moi là, les rapports qui ne sont pas récents, le rapport Libaud par exemple, ou le rapport El Khomri, donc on voit bien, ce n'est pas des gauchistes invétérés qui étaient à la plume sur ces rapports-là, ont explicitement ou implicitement, mais de manière très nette, condamné le système du particulier employeur en expliquant de manière très nette que ces métiers ne pouvaient exister qu'à condition d'avoir un cadre collectif et des temps collectifs. Or, par définition, le système du particulier employeur ne peut pas, à de rarissimes exceptions près, peut-être notamment dans le monde du handicap, mais vraiment de manière très rarissime, constituer des temps pleins et donc pouvant impliquer des temps collectifs ou autres. Et tant qu'on a ça, on a une forme de dumping social interne qui pose un vrai problème. Et peut-être un tout dernier mot là-dessus, les associations l'ont bien compris depuis belle lurette en créant le système mandataire, qui est une forme de récupération ou d'adaptation à cette concurrence, et une adaptation qui est en elle-même assez dommageable. Pardon. Non, pas de souci, merci beaucoup. Je vous signale juste, donc il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Donc peut-être Manuela ou Patrick, si vous avez un mot à ajouter à la discussion, comme vous n'avez pas encore pris part à ce tour de table. Et puis assez rapide, puisqu'il nous reste très exactement 7 minutes. J'ai des consignes très strictes. Je vais laisser un peu la parole à Patrick, qui a eu bien du mal à nous rejoindre en début de réunion. Merci. Non, mais je trouvais que l'intervention de François-Xavier, elle est très très pertinente parce que elle décrit exactement la situation. Le manque de syndicalisme, c'est aussi cette dispersion et ce contact direct qu'il peut y avoir, parce que souvent, pour être syndiqué, il faut avoir en face de soi un employeur qui joue le rôle d'employeur, alors plus ou moins bienveillant, plus ou moins strict. Mais là, le problème dans les associations, c'est qu'ils ne sont pas en conflit avec les cadres de l'association. Ils savent que c'est, j'allais dire, la donnée qui a été encadrée par des pouvoirs publics. Ils savent que les associations se battent pour augmenter les dispositifs rétributeurs, et puis ça ne marche pas. Enfin, je veux dire,
vous voyez que même les avenants de convention collective acceptés par paritairement par les employeurs et les syndicats ne passent pas au niveau ministériel. Donc après on peut pleurer, pardon, comme on l'a fait sur les différents rapports qui sont de qualité. Je suis d'accord avec François-Xavier, que ce soit El Khomri ou Libaud, mais le résultat, il est là. Je regardais, c'est à peu près 17,5% des personnes qui sont en aide à domicile qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est complètement fou. Enfin, je veux dire, eux, ils ont déjà traversé la rue. Ils sont se lever tôt pour vous rappeler des références de gens qui disaient que tout est dans le travail. Donc, ils se lèvent tôt, ils ont traversé la rue, ils ont du boulot et ils sont, j'allais dire, dans une maltraitance économique, c'est une évidence, et parfois dans une forme de maltraitance dans la reconnaissance, c'est évident. Heureusement qu'ils ont ce contact humain avec les personnes âgées ou handicapées qui j'allais dire, qui valorisent l'affect, à défaut de valoriser le porte-monnaie, mais ça ne peut pas perdurer comme ça éternellement. Il faut à un moment donné que nous intervenons et pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Je peux malheureusement vous dire qu'on n'en prend pas le chemin, même après le Ségur. La loi autonomie, j'arrêterai sur ça, la loi autonomie et grand âge qui pouvait donner des perspectives, qui pouvait ouvrir l'horizon, on est en train de l'enterrer en douceur à force de report. Ça devait être fin 2020. Maintenant, c'est peut-être 2021 et on nous dit que ce sera sûrement après 2022. Donc, de nouveau, les quelques lueurs d'espoir sont en train de s'éteindre. Et je me permets juste de signaler, donc, quand vous parlez du grand âge, du projet de loi autonomie, etc., il y a une table ronde sur le sujet qui suit juste après, donc à 16h30 pour ceux que ça intéresse. Manuela, je me tourne vers vous si vous souhaitiez compléter. Oui, non, mais je suis tellement d'accord avec ce qui a été dit précédemment que j'ai pas envie de redire ce qui a déjà été dit par mes camarades, mais juste peut-être redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. À contraintes réglementaires et budgétaires constantes, il y a toujours moyen pour l'employeur, enfin nous on est convaincus de ça, d'améliorer les choses, d'améliorer les conditions de travail, de baisser les seuils pour permettre un dialogue social dans les entreprises qui ne soit pas strictement le seuil qui existe dans le Code du travail, de former les personnes. Alors, il y a des choses qui demandent des financements, bien sûr, il y a des expérimentations qui sont à mener, mais je veux dire, si on est créatif et qu'on partage une volonté commune de faire évoluer les métiers, ça prend du temps. C'est parfois assez désespérant. On met beaucoup d'énergie parfois à faire bouger quelques curseurs, mais malgré tout, je reste convaincue qu'il n'y a vraiment pas de fatalité et que l'essentiel finalement, c'est que ces derniers mois, et particulièrement avec la crise sanitaire, c'est qu'enfin on parle de ces personnes-là. Et bien sûr qu'on ne va pas sortir de l'invisibilité du jour au lendemain, mais malgré tout, j'ai espoir que enfin ces métiers-là soient sous le feu des rampes, pour dire les choses de façon un peu triviale, mais qu'on parle de ces métiers-là qui sont vraiment, on l'a vu, essentiels à la cohésion sociale et à la santé de nos concitoyens. Donc voilà, si on peut tirer des bénéfices de la crise, parce qu'il y en a quand même malgré tout, c'est cet aspect-là, parce que ça fait quand même des années, je vous ai entendu beaucoup parler d'aide à domicile, les rapports, il y en a, moi c'était la branche dans laquelle j'ai travaillé précédemment, des rapports, il y en a eu à l'appel, des annonces, la loi grand âge, on l'annonce depuis plusieurs années également. Il est temps de passer à l'action, finalement, sur ces sujets-là. Alors, est-ce que pour le mot de la fin, Jean-François Naton, François-Xavier ou Rachel, est-ce que vous avez un… Il y a une coupure de son, là. Je laisse Rachel. Allez-y. Et il nous reste 2 minutes, donc ce sera le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, il y avait une dernière question peut-être du public. Alors, il y a beaucoup de questions malheureusement qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Plusieurs sur la pertinence pour ces travailleurs d'avoir des réductions de temps de travail à salaire constant. La pertinence d'une réduction de temps de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être François-Xavier pour le mot de la fin. Oui, je pense que c'est, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est sur le mode de calcul du temps de travail. C'est-à-dire que c'est le temps plein dans ces métiers-là, comme dans beaucoup d'autres. Et voilà, Rachel et moi, on sait très bien que notre temps plein, ce n'est pas le temps que l'on passe face aux étudiants. C'est une partie de notre temps de travail, mais que pour calculer l'ensemble de notre temps de travail, on a toute une série de mécanismes, de calcul, d'équivalence, etc., qui se construisent dans des rapports de force et dans des reconnaissances sociales progressives.
Pour les aides à domicile, on en est à 0 ou presque à ce niveau-là, mais comme pour beaucoup des métiers dont on a parlé, on ne compte que le moment où il y a l'action directe, le moment d'action, le moment qui est engagé précisément. Si chacun d'entre nous n'étions payés qu'au moment où notre corps se mettait en route de manière spécifique pour faire l'acte productif le plus étroit du monde, vu de la manière la plus étroite, notre temps de travail serait vraiment pas grand-chose. Et effectivement, une bonne moyen d'envisager ça, c'est de considérer qu'on atteint le temps plein en faisant moins d'heures. Donc, c'est une forme, en tout cas, de réduction du temps de travail, de considérer que, voilà, une aide à domicile, mais un appel de service, c'est pareil. Quand il travaille au sens où on l'entend aujourd'hui, 25 heures dans la semaine et à temps plein. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut le marteler. Et il y a des possibilités de faire ça, même dans la loi, de le traduire de manière relativement simple. Toute prise de poste doit inclure un temps de prise de poste forfaitaire, un quart d'heure, 20 minutes. Ça suffirait à ramener les aides à domicile au minimum acceptable, ou les agents d'entretien, les agents de propreté au minimum acceptable. On pourrait s'inspirer aussi de l'intérim. Toute demi-journée entamée est une demi-journée payée, que dedans il y ait une demi-heure, 20 minutes, 1 heure ou 2 heures. C'est du rôle de l'employeur normalement que de fournir le travail et de le fournir de manière décente, c'est-à-dire d'une manière qui n'épuise pas ni le corps ni l'esprit. Pour le moment, on est à l'inverse de ces deux points-là. Et désolé, j'ai encore été trop long. Non, merci beaucoup, c'est parfait. Je partage. Très bien, donc on est pile à l'heure, le gong a sonné. Donc merci à tous les 5 d'avoir apporté vos contributions à ce débat très riche. Et puis pour vous tous qui nous écoutez, je tiens à vous signaler qu'une dizaine de tables rondes va suivre encore, que ce soit en cette fin d'après-midi ou bien demain toute la journée. Donc les journées de l'économie autrement, ça continue. Et merci beaucoup à tous les 5. Bonne fin d'après-midi. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.